bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, voici la question à laquelle j'ai tenté de répondre. Et là, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Les objectifs d'apprentissage, je les ai formulés en fonction des deux objectifs de recherche que je me suis donnés. Donc, à la fin de la présentation, ce que j'espère, c'est que vous allez avoir une idée du nombre de personnes qui pourraient formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir à court, moyen terme et d'avoir une idée de certaines de leurs caractéristiques. J'ai mis la même chose pour les référentiels. Je n'ai pas compris pourquoi il fallait le mettre 2 fois, mais c'est ce qu'on nous demandait de faire. Alors le contexte, qu'est-ce qui m'a motivée à faire ça? Puis en fait, quand, j'ai soumis mon résumé, ma proposition de communication, peut-être au printemps, je me souviens plus exactement quand on l'a fait. Donc ça commençait comme tous les documents qui portent sur les demandes anticipées. D'ici le 7 juin 2025 ou au plus tard au 7 juin 2025, les personnes qui le souhaitent pourraient, avoir accès à l'aide médicale à mourir de façon anticipée. Comme vous le savez, cette date a été devancée de beaucoup, c'est la semaine prochaine. Alors, j'espère que ma question reste pertinente. En tout cas, c'est ce que j'avais proposé. Alors, je me suis posé 2 questions par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien de personnes, demain, après-demain, à court terme, pourraient décider de formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir, maintenant qu'ils sont légales? Et est-ce qu'on peut avoir une idée du portrait de ces personnes-là, de quoi ont l'air, de leurs caractéristiques? Et là, je me suis rendu compte, pendant que j'étais dans mon bain, mais j'ai les données pour faire ça. Alors, j'ai décidé de faire ça et c'est la réponse à ces questions-là que je vous propose, ce matin. Donc, si je formule mes objectifs en termes plus de recherche, je voulais développer un algorithme prédictif ou une équation prédictive de l'intention de formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Après un diagnostic de démence, j'aurais pu écrire le terme plus long de maladie qui conduit à l'inaptitude, comme dans la loi. Et cet objectif général, je le traduis donc en 2 sous-objectifs: d'estimer le nombre d'aînés qui pourraient formuler une demande et de décrire certaines de leurs caractéristiques, comme je l'ai indiqué dans les objectifs d'apprentissage. Alors, c'est une analyse, vous l'aurez compris, c'est une analyse secondaire de données que j'avais, qui font partie d'un programme plus large, dont l'objectif était essentiellement, avant que les demandes anticipées soient légalisées, de mesurer, comparer les attitudes de différents groupes de personnes concernées par rapport à cette possibilité, donc leur attitude face à l'idée qu'on change la loi initiale pour permettre aux personnes d'obtenir l'aide médicale à mourir de façon anticipée. Essentiellement, on avait procédé de façon classique par des enquêtes à travers le Québec dans les différents groupes que je vais vous nommer dans un instant, avec des questionnaires postaux ou électroniques. Et on utilisait de courtes vignettes cliniques pour mesurer les attitudes par rapport au changement de la loi. Donc, encore une fois, une façon assez classique de procéder. Je trouve toujours important de situer ma collecte de données dans le temps parce que les choses bougent beaucoup pendant qu'on fait nos études. Donc, vous le savez sans doute, la première est rentrée en vigueur en décembre 2015. 6 mois plus tard, le code criminel a été modifié. Ensuite, il y a eu des groupes d'experts qui ont été mandatés par différents paliers gouvernementaux pour déposer des rapports, entre autres, sur les demandes anticipées. Il y a eu la décision Truchon en septembre 2019. Ensuite, les 2 lois ont été modifiées, soit en mars, soit en juin 2021, selon le palier gouvernemental, donc pour retirer le critère de fin de vie et apporter des modifications au consentement final. En juin 2023, donc la loi a été modifiée, elle permettait les demandes anticipées, mais n'étaient pas encore en vigueur, devaient l'être d'ici juin 2025 et finalement le sera à partir de la semaine prochaine. Donc, vous voyez mes enquêtes à moi, je les ai faites, dépendant du groupe, de décembre 2016 à juin 2021. Et donc, et je le dis souvent, quand on fait ce type d'études, on voudrait que tout le monde arrête de bouger, qu'on se mette sur pause le temps qu'on ait fini notre collecte de données. Mais vous aurez compris que j'ai pas de contrôle là-dessus, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est souvent le cas quand on étudie quelque chose qui est très près de l'actualité. Les choses bougent pendant qu'on essaie de les étudier. Alors, vous voyez les différents groupes que l'on a sondés dans l'ensemble du programme. Donc, des aînés, proches aidants, infirmières, médecins, travailleurs sociaux, donc les différents groupes qu'on trouvait concernés par cette question-là. Entre parenthèses, vous avez le nombre de personnes qui ont participé, à côté le pourcentage de participation, et entre crochets, l'organisme qui nous a fourni la liste aléatoire à partir duquel on a pu recruter des représentants de ces différentes populations.
Vous aurez compris, étant donné ma question de recherche, que je vais surtout m'intéresser au groupe des aînés, mais je vais aussi parler brièvement d'un autre groupe vers la toute fin. Alors, vous avez une image assez brouillée du questionnaire que vous voyez là. En gros, ça commençait par des informations relatives au consentement pour qu'ils puissent le donner de façon plus éclairée possible. On vérifiait l'admissibilité de la personne selon les différents groupes. On rappelait les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir tels qu'ils étaient en vigueur au moment où on faisait l'enquête. On avait une grosse section sur les attitudes, comme je l'ai mentionné, par rapport à l'AMM, par rapport à son extension. On avait une dizaine de motifs d'appui ou d'opposition, donc selon qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, avec les changements dans la loi, des questions sur les valeurs, les croyances, des données sociodémographiques et professionnelles habituelles. Et à la toute fin, il avait un espace pour mettre des commentaires qu'on a déjà analysés. Alors, la variable d'intérêt principal, celle que j'analyse dans la présentation de ce matin, c'est la question 14 de mon questionnaire, qui a été posée à tous les groupes, en fait, bien que je me concentre ce matin sur le groupe des aînés. Alors, elle se lisait comme suit. Imaginez que vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, mais que vous êtes encore apte à prendre des décisions. Dans quelle mesure est-il probable que vous rédigiez une demande préalable sollicitant l'aide de médecin pour mettre fin à votre vie, sous certaines conditions que vous auriez énoncées? On l'avait formulé comme ça, bien avant, évidemment, que la loi le permette. Et vous voyez l'échelle pour le mesurer, assez classique, là. Une échelle de Likert à 5 niveaux. Alors, comment j'ai fait au niveau des analyses, puis j'espère pas trop vous perdre à cette étape-ci, comment j'ai fait pour évaluer ou estimer le volume de demandes? J'ai procédé en 2 étapes. J'ai utilisé la proportion de personnes dans mon étude qui a dit qu'il le ferait, donc qui avait l'intention de déposer une demande. Et cette proportion-là, je l'utilise par strate d'âge et de genre parce que ça change en fonction du sexe et en fonction du groupe d'âge. Ensuite, j'ai aussi utilisé 2 autres statistiques qui sont accessibles dans le public, donc les données par rapport à combien de personnes au Québec sont dans chaque catégorie d'âge et de sexe. C'est facile à obtenir du bilan démographique du Québec. Et aussi la prévalence de la démence dans dans chacun de ces groupes d'âge, donc des données que j'ai prises sur le site de l'Institut canadien d'information sur la santé. Ça va être un peu plus simple à comprendre, je crois, quand je vais vous montrer ce que ça donne dans quelques minutes. Alors, deuxième objectif, caractériser les demandeurs. En fait, on compare ceux qui ont dit oui, j'ai l'intention de déposer une telle demande avec ceux qui ont dit je ne le sais pas ou non. Donc, on construit des modèles prédictifs. C'est une façon classique. On fait des régressions logistiques multivariées pour identifier les facteurs associés, que j'ai combiné avec des techniques d'imputation multiples, parce que quand on fait des sondages, il y a toujours des données manquantes. J'en ai peu, mais j'en ai quand même, et je voulais en tenir compte. J'ai utilisé des méthodes d'élimination descendante, donc pour avoir le modèle le plus parcimonieux possible, et des techniques de bootstrap, entre autres pour valider le modèle. Quand on construit un modèle, ensuite, il faudrait le valider. Les indices de validation, on parle de discrimination et de calibration, donc pour déterminer si le modèle que j'obtiens, il est bon, il est performant ou non. Alors, quels sont mes prédicteurs? Je vous ai parlé de la variable que j'essaie de prédire. Quels sont les prédicteurs à ma disposition? Comme je l'ai dit, c'est une analyse secondaire, donc je pars avec les variables que j'avais choisi de mesurer. En fait, dans le programme de recherche générale, j'avais développé un modèle explicatif de l'attitude par rapport à l'AMM. Au total, j'ai 23 variables, donc prédicteurs potentiels de l'intention de faire une demande anticipée, que j'ai regroupées en 3 catégories. Donc, comme vous voyez, des caractéristiques sociodémographiques habituelles, des variables liées à l'état de santé, la perception de l'état de santé, est-ce que la personne est familière avec une personne inapte, est-ce qu'elle a accompagné un proche jusqu'à la fin de sa vie, et des variables de type valeur, attitude, donc croyances religieuses, est-ce que la personne avait rédigé des demandes avait mis par écrit ses volontés, donc genre DMA, les motifs d'appui de position, soit à l'AMM ou à son élargissement, et on leur demandait s'ils porteraient à l'attention d'un professionnel une demande d'aide médicale à mourir qui aurait été faite par un proche qui maintenant serait devenu inapte. Donc ça, c'est mes prédicteurs potentiels. Alors, au niveau des résultats, donc je vous rappelle, c'est les aînés, j'en ai 317, une personne sur 2 a participé et la liste aléatoire nous avait été fournie par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, vous voyez l'âge, 73 ans, assez bien équilibré en termes de hommes-femmes,
trois quarts étaient de race blanche, croyances religieuses, un tiers seulement, un peu moins que ce qu'on a dans la population générale, assez bien éduqués, un tiers s'est dit à l'aise financièrement, un trois quarts environ, c'est pas surprenant, connaissaient une personne atteinte de démence, ce sont quand même des aînés eux-mêmes, ou avaient accompagné un proche jusqu'à son décès, et 44 ont dit qu'ils avaient mis leurs préférences par écrit, évidemment pas par rapport à l'aide médicale à mourir, puisque c'était pas possible. Enfin, 76 des participants ont dit qu'ils rédigeraient une demande anticipée d'aide médicale à mourir s'il y avait un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est ma variable dépendante que j'essaie de prédire. Donc, je vais comparer ces 76 de personnes avec les, si je calcule comme il faut, 24 qui ont dit qu'ils ne le feraient pas ou qui ne savaient pas s'ils le feraient. Alors, ça, c'est l'estimation de mon volume. Vous voyez les catégories, donc hommes ou femmes, et les groupes d'âge. Dans la troisième colonne, vous avez le nombre de personnes dans chacune des catégories, selon le plus récent bilan démographique. Ensuite, vous avez la proportion d'entre eux qui, selon les données disponibles, sont atteints de démence actuellement. Donc, vous voyez que, je ne sais pas pourquoi ça sort tout croche, vous voyez que ces proportions-là, évidemment, augmentent avec l'âge, autant chez les hommes que chez les femmes, ce qui est normal. Ensuite, j'applique ma proportion à moi, donc les femmes de 65 à 69 ans qui, dans mon étude, ont dit qu'ils avaient l'intention de le faire. Vous voyez que ces pourcentages diminuent avec l'âge, par exemple, chez les femmes. Donc, c'est important de le faire de façon un petit peu plus raffinée, même si ça reste grossier. Puis là, vous ne voyez pas ce qui est en dessous, mais le chiffre qui est marqué, c'est 72 000 personnes. Donc, vous additionnez tous les chiffres qui sont là. Ça fait 72 000 personnes qui, selon mes estimations, pourraient, à court terme, à moyen terme, une fois que c'est légal, qu'ils ont un diagnostic, déposer une demande d'aide médicale à mourir. Je trouve que c'est beaucoup. Les caractéristiques, donc je vous rappelle, j'avais 23 variables, parmi lesquelles je regardais lesquelles sont des prédicteurs significatifs, puis vous avez la liste ici, des variables qui sont demeurées significatives. Donc l'âge influence l'intention, le genre, la religion, l'état de santé. Les 4 autres variables, ce sont des motifs d'appui ou d'opposition. Donc par exemple, si je prends la première, seul Dieu détermine quand une personne meurt. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les rapports de cote, là, mais quand c'est en bas de 1, ça veut dire qu'ils sont moins. Il y a moins la probabilité est moindre qu'ils le fassent. Par contre, si vous prenez le second, les préférences exprimées d'avance devraient avoir la même valeur que celle exprimée par une personne apte. C'est en haut de 1, donc ça augmente l'intention de rédiger une demande. Toutes les variables sont dans le sens attendu. Il n'y a rien de bizarre dans nos résultats. Donc, vous voyez ensuite degré global d'ouverture face à l'élargissement. Donc, les gens qui se sont dit plus ouverts ont dit aussi qu'ils avaient l'intention de le faire eux-mêmes. Ceux qui ont dit qu'ils demanderaient à un médecin d'honorer la demande d'un proche qui est devenu inapte. Et on avait aussi un terme d'interaction dont je ne parlerai pas maintenant. Alors, une fois qu'on a construit notre modèle, on le valide, on regarde la discrimination et la calibration. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, ça s'appelle des courbes ROC. Quand on est sur la ligne à gauche, quand on est sur la ligne rouge, c'est un modèle qui n'est pas bon du tout. Il n'est pas capable de différencier ceux qui ont dit oui de ceux qui ont dit non. La ligne en bleu, c'est le modèle qu'on a obtenu. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit le plus possible, si j'avais un petit pointeur, du 1 qui est dans le coin en haut. Donc, l'indice qui sert à mesurer l'air sous la courbe, ils sont à gauche. On appelle ça un indice C. Vous voyez les chiffres 90, 84. On considère généralement qu'en haut de 0,8, c'est un excellent modèle au niveau de la discrimination. Et la calibration, c'est une façon différente d'évaluer le modèle. On compare les valeurs prédites avec les valeurs observées. Et ce qu'on veut, c'est que les différents points que vous voyez sur ma figure soient le long de la diagonale, ce qui est effectivement le cas. Donc, des indications que le modèle performe bien, du moins dans l'échantillon que j'ai. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, en tout cas. Alors, en résumé, donc j'estime qu'il y a environ 70 000 aînés qui pourraient, à court terme, formuler une demande d'aide médicale à mourir. J'ai souligné pourrait, parce que je voulais me rappeler de ne pas oublier de vous dire, puis vous le savez sans doute, que c'est une approximation. Je dirais à deux niveaux principalement. D'une part, ce que j'ai mesuré, c'est l'intention de faire une demande et non le comportement comme tel. C'est différent. Néanmoins, l'intention est le meilleur proxy du comportement, non selon tous les modèles explicatifs du comportement. Donc, c'est quand même une bonne mesure.
Ensuite, quelle était la deux? Ah, oui. Quand j'ai fait mes calculs, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les différentes strates, combien il y a de personnes qui sont atteintes de démence et tout ça, je surestime avec mon total parce que je ne peux pas retirer les gens qui ont déjà perdu l'aptitude à formuler une demande. Donc, quand je dis chez des gens de 80 à 85 ans, je m'attends qu'il y ait 10 000 personnes qui sont atteintes de démence, oui, selon les chiffres que j'ai, mais il y a des gens là-dedans qui ont déjà perdu cette faculté-là et ceux-là, je ne suis pas capable de les retirer. On pourrait aussi dire qu'on surestime un peu parce que les gens qui participent à ce type d'enquête ont peut-être une tendance à être un petit peu plus favorables. Néanmoins, je pense que l'ordre de grandeur est réaliste. Ensuite, vous avez le profil, donc ce sont les prédicteurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Les gens un peu plus jeunes, plus jeunes parmi les vieux, là, on s'entend qu'on est dans le groupe des aînés, en excellente santé, un petit peu plus d'hommes, pas religieux. Ici, c'est les motifs en question, donc ceux qui n'étaient pas d'accord que c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'on meurt, ou qui n'étaient pas d'accord que les soins qu'on donne devraient être basés sur cette situation courante et pas tenir compte des volontés exprimées. Par contre, ceux qui étaient d'accord que les préférences exprimées d'avance ont la même valeur que les autres ou que les personnes avec démence ne meurent pas dans la dignité. Donc, on voit l'image qu'ils ont de une fin de vie dans cet état-là. Les gens qui étaient plus ouverts à l'élargissement et qui ont dit qu'ils porteraient une demande anticipée à l'attention d'un professionnel de la santé. Donc, en fait, vous avez un profil sociodémographique et différentes façons de mesurer la même chose, en fait, si les gens étaient ouverts ou non à cette pratique-là. Puis ils sont cohérents avec eux-mêmes. Quand ils ont répondu quelque chose, c'est parce qu'ils avaient l'intention de le faire eux-mêmes. Est-ce que les médecins sont prêts? Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, peut-être que vous pourrez nous le dire. Est-ce que vous êtes ouvert à la pratique? On a certaines indications que oui. Est-ce que vous êtes formé, bien outillé? C'est la semaine prochaine. Vous êtes prêts à recevoir ces 72 000 personnes pour accompagner dans la rédaction, parce que c'est la première tâche qu'on vous a donnée. Et ensuite, éventuellement, dans quelques années, pour l'administrer après avoir évalué ou après que la personne a été jugée admissible. Dans notre étude, on n'a pas demandé aux gens s'ils accompagneraient la personne dans la formulation, parce qu'il n'était même pas question de ça à cette époque-là. On leur a demandé, par contre, s'ils le feraient. Je vous rappelle que c'est avant que la loi le permette. Donc ça, c'est simplement l'article que je ne vais pas le lire là, de la loi. Vous savez probablement, le législateur a prévu, ce qui est une bonne chose à mon avis, que les personnes qui vont rédiger une telle demande devront être accompagnées par un professionnel compétent par opposition à incompétent. Et donc, l'accompagner à décrire les manifestations cliniques qui vont servir, qui vont tenir lieu de consentement, une fois que la personne ne sera plus capable de s'exprimer elle-même. Donc, il faudra que ce soit des maladies qui sont liées des manifestations qui sont liées à sa maladie et qui sont observables. Alors, je ne sais pas, décrire quand j'aurai plus de qualité de vie, est-ce que c'est observable? La question se pose. Donc, on n'a pas posé de questions là-dessus, donc je ne peux pas vous dire combien de médecins sont prêts à accompagner dans la formulation. Je peine à croire que ça pose beaucoup de problèmes, mais pour certains, peut-être que oui. Par contre, on leur a demandé s'ils administraient. S'ils seraient d'accord d'administrer, donc la façon dont c'était formulé, si un de vos patients est inapte et correspond aux critères de la loi qui n'existaient pas à ce moment-là, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Et dans nos vignettes, en fait, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais j'en ai parlé souvent à d'autres occasions, on avait situé la personne à 2 stades le long de sa trajectoire, ce qu'on avait appelé le stade avancé. Donc, on disait la personne est inapte, mais elle peut avoir encore bien des années à vivre. Et au stade terminal, elle est encore inapte, évidemment, mais là, elle est pas mal en fin de vie, elle va pas bien, elle a des signes de détresse, etc. Et vous voyez que globalement, mes médecins, j'en ai 136, ce qui n'est pas énorme, et un quart ont répondu suite à l'invitation à partir de la liste que nous avait donnée le collège, ce qui n'est pas un gros taux, mais qui est un taux assez typique, même un petit peu plus élevé que d'autres études. Donc, vous voyez que 30 ont dit qu'ils seraient prêts à le faire au stade avancé. Et près de 1 sur 2 au stade terminal. Je trouve que c'est bien qu'on a pensé à faire ça parce qu'à l'époque, il n'était même pas question de modifier le critère de fin de vie, en fait. Et donc, c'était juste la fin de vie au Québec qui était permis. Mais on s'était dit, bien, quand on parle de démence, quand on parle d'inaptitude, c'est pas juste à la fin que les personnes sont inaptes, là, ça peut durer pendant des années. Donc, c'est ce qui nous avait motivé, en fait, à inclure 2 stades.
Et ici, vous avez la même figure qu'on a séparée selon que c'est un omnipraticien ou une autre spécialité. On ne s'étonne pas, les omnipraticiens, c'est ceux qui le font davantage, d'après la statistique que l'on a. Donc, vous voyez, au stade avancé, près de 40 67 des omnis seraient prêts à le faire, étaient prêts à le faire avant de connaître la loi. Maintenant qu'elle est sortie, est-ce qu'ils sont toujours d'accord? Ils sont plus nombreux, moins nombreux? L'avenir nous le dira. Je m'arrête ici. Merci de votre attention.